BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Armandet. Bonjour Pauline. Bonjour Amaury. Tu es journaliste ici pour BFM Crypto. Yves Chouet-Fouetti. Bonjour Yves. Bonjour Amaury. Président fondateur de Tobam. On va se demander, on va faire un point dans quelques instants sur le procès FTX qui s'est fini jeudi dernier. On va voir si, ça y est, le bull run a commencé. On va se poser la question. La Poste qui lance ses NFT. Mais d'abord, un détour sur le marché crypto avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Alexandre, il y a un an, le Bitcoin était à 16 400 $. Aujourd'hui, il est à plus de 35 000 $. Donc, plus 110% en un an, plus 28% en un mois, plus 2% en une semaine, plus 0,2% aujourd'hui. À quoi s'attendre pour la suite, Alexandre ? Une suite qui est quand même plutôt positive globalement. Déjà, on est plutôt bien dans le scénario qu'on décrit ensemble depuis plusieurs semaines, à savoir surveiller la sortie par le haut des 31 000 pour chercher la première zone d'objectif qui était à 36 000 $, qui correspond à un niveau technique en fait. On appelle ça un retracement de Fibonacci. C'est-à-dire en gros, on a récupéré un peu plus d'un tiers de toute la baisse de 2021 à 2022. Donc on est sur un niveau technique qui est un niveau important par rapport à des algos, par rapport à des gestions, par rapport à simplement à l'observation graphique du Bitcoin. Mais au-delà de ça, les thèmes on les connaît. Les moteurs du Bitcoin, c'est à la fois les discussions qui ont pu s'accélérer, en tout cas qui vont peut-être s'accélérer au niveau de la SEC par rapport aux ETF Bitcoin. C'est la question d'une moindre volatilité de l'actif aussi, avec moins de spéculateurs présents sur ce marché et plus d'institutionnels, ce qui permet de réduire la volatilité et donc de ramener un flux aussi qui est positif de la part des institutionnels qui tire la paire à la hausse. Et puis ce qu'on écrivait depuis pas mal de semaines et qui s'actualise notamment depuis la semaine dernière, à savoir que les banques centrales, on le sentait depuis déjà 2-3 mois, sont sur des niveaux qui sont au niveau probablement de taux terminal. Ils n'iront pas beaucoup plus haut que ces niveaux-là, ou si vraiment elles y vont, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de inattendu, mais on peut considérer qu'on est au plafond sur les taux au niveau de la Fed, au niveau de la BCE, et ça évidemment ça joue un rôle moteur pour les cryptos, parce que ce sont des actifs qui ont été extrêmement sensibles dans la phase de durcissement monétaire qui avait commencé déjà au niveau de la rhétorique, fin 2021 et toute l'année 2022, plus une partie de cette année. Donc quand vous additionnez tout ça, vous n'avez que des éléments positifs en fait. Il n'y a pas de raison d'imaginer que les taux se retendent fortement dans les mois à venir. Il n'y a pas de raison d'imaginer que les facteurs qui vont amener à la chute de 2021 à 2022 reviennent tout de suite, si vous voulez. Donc, on est sur quelque chose qui est plutôt assaini en termes de profil. Et j'ai plutôt tendance à dire, il faut encore surveiller vers le nord, en fait, le Bitcoin. Pour moi, l'objectif suivant, qui n'est pas un objectif de 3 jours, mais ce sera l'objectif à 42 000 $. C'est là que se trouve, en fait, un niveau qui va être très psychologique pour beaucoup d'intervenants. C'est la moitié, en fait, c'est ce qu'on appelle le Fibo 50%. C'est en gros, quand vous êtes sur ce niveau-là, vous avez récupéré la moitié de la baisse, de toute l'énorme baisse, en fait, de 2021 à 2022. Donc, pour moi, c'est le niveau qu'il faut viser. Simplement, on a quand même, et vous l'avez bien cité, il y a quand même une progression qui est quand même spectaculaire depuis quelques mois. Et comme tous les actifs, notamment les actifs à risque, celui-ci s'est quand même pas mal repris sur tout le thème qu'on a cité. D'autres actifs se sont repris également, des actifs à risque. Je pense à toutes les valeurs les plus shortées, par exemple, les valeurs de croissance non rentables qui avaient été extrêmement vendues dans ce même courant 2021-2022. Elles se sont aussi un petit peu repris. Pourquoi ? Parce qu'ils se bouffaient d'air sur les taux. La semaine dernière, il y a eu plein de statistiques américaines qui sont tombées un peu en dessous des attentes. Et donc, pourquoi le marché a pris ça positivement ? Parce que les stats moins favorables aux États-Unis, ça peut paraître paradoxal, mais du coup, ça a poussé la Fed à en faire moins aussi et à aller moins loin au niveau de sa restriction monétaire. Donc ça plaît, mais il faut quand même considérer, je ne vais pas faire trop long, que on va aller par étapes. C'est-à-dire que c'est pas parce que les taux de la Fed ne monteront probablement plus qu'elle les baissera tout de suite. Il y a des phases entre deux, higher for longer, les taux vont rester hauts pendant quelques temps, et ce genre de phase, ça peut ramener à un moment donné un peu de volatilité quand même sur les actifs à risque. Donc, moi, si vous voulez, pour l'instant, je pense que faire une petite pause à 36 000, c'est pas mal sur le Bitcoin. Il faut pas par contre chercher à jouer des contre-tendances, des shorts ou autres, ça me paraît un peu dangereux. Et je pense qu'il faut pas s'inquiéter si nous voyons quelque temps le Bitcoin évoluer entre l'ancien sommet du range précédent qui était à 31 000 $ et la zone de 36 000. On peut commencer à évoluer peut-être un peu latéralement dans cette zone, mais je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de biais vendeur sur ces niveaux-là, il n'y a pas de raison d'avoir peur sur ce niveau-là. On peut créer notamment qu'il y ait un peu de consolidation entre 31 000 et 36 000, et si toutefois elle n'arrive pas, c'est rallye vers 42 000. Donc oui, toujours quand même positif à moyen terme sur le Bitcoin. Pour moi, il n'y a pas vraiment de gros arguments vendeurs structurellement sur le niveau actuel.
Merci beaucoup Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonne journée Alexandre. Yves Chouefati qui est avec nous en plateau. On va voir avec vous dans quelques instants, à part les taux de la Fed, qu'est-ce qui peut influer sur le cours du Bitcoin. Mais d'abord, petit point FTX. Pauline, il y a un an, tout est parti d'un tweet. Un tweet et tout est allé très vite. Un tweet de CZ Changpeng Zhao, le PDG de Binance, qui annonçait que la plateforme souhaitait se séparer de ses FTT. Les FTT, donc le token natif de sa concurrente FTX, valorisé à l'époque 32 milliards de dollars. Suite à ça, FTX était placé sous le régime des faillites aux États-Unis moins d'une semaine après. Aujourd'hui, après 4 semaines intenses de procès, SBF a été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation, Pauline. Oui, parmi lesquels notamment fraude à l'égard de ses clients et investisseurs, association de malfaiteurs ou encore blanchiment d'argent. Alors c'est vrai qu'à 31 ans, SBF est passé du statut de roi, de star des crypto-monnaies à celui du plus gros escroc de la planète dans cet écosystème crypto. Alors, la durée de sa condamnation, elle sera connue en mars 2024, même si on sait depuis maintenant un petit moment qu'il encourt jusqu'à 110 ans de prison. Juste pour rappel, SBF a utilisé les fonds des clients de FTX pour alimenter sa société de trading Alameda Research. Il y a jusqu'à 14 milliards de dollars de fonds des clients qui ont transité vers Alameda Research. Et au moment de la faillite, tu l'évoquais, Amaury, de la faillite de FTX, 8 millions de dollars manquaient à l'appel. Alors forcément, ce verdict, il est important pour l'industrie crypto, il est très marquant. Ce verdict est un message, un avertissement à tous les escrocs qui se pensent intouchables, qui pensent que leurs crimes sont trop complexes pour que nous les attrapions. Ça, c'est ce qu'a déclaré le procureur américain Damian Williams. Et il a d'ailleurs lancé un avertissement à tous les autres, parce qu'il en existe évidemment sans doute escrocs de l'industrie crypto, en disant que la justice américaine avait suffisamment de menottes pour pouvoir condamner tout le monde, en tout cas si ça devait se reproduire. Donc forcément, c'est quand même un exemple au sein de l'industrie. Oui, puis c'est important, c'est 7 chefs d'accusation, parce qu'en fait, ça prouve bien que ce qu'on lui reproche n'a absolument aucun lien avec la crypto. Même ma grand-mère, qui écoute l'émission de temps en temps, m'a dit « Ah mais en fait, ça n'a rien à voir avec la crypto ». Et c'est vrai, ma grand-mère a compris, donc quelque part, voilà, c'est important de le répéter. Comment réagit, Pauline, les avocats du coup de SBF ? Est-ce qu'il peut y avoir une suite, tout simplement ? Alors forcément, ils n'ont pas bien réagi. Ils respectent évidemment la décision du jury, mais je les cite, « Nous sommes très déçus du résultat » et monsieur Sam Bankman-Fried clame son innocence et continuera de lutter vigoureusement contre les accusations qui sont portées contre lui. A priori, évidemment, ça n'a pas encore été confirmé, mais Mark Cohen, donc l'avocat qui représente Sam Bankman-Fried, devrait faire appel de cette décision. Normalement, si on prend vraiment la logique juridique des choses, le fait qu'il fasse appel, ça aura lieu à partir du moment où la sentence sera prononcée, donc à partir du mois de mars. Mais on n'est pas à l'abri, d'une communication de la part des avocats un peu avant cette décision, du mois de mars. Et rapidement, comment a réagi la communauté crypto à l'annonce de ce verdict ? La communauté a plutôt bien réagi parce que c'est vrai qu'il faut célébrer évidemment le fait que des escrocs soient reconnus comme coupables et donc du coup elle est vraiment dans une dynamique de on met les escrocs, 7 escrocs de côté et on va construire. C'est un terme qui est très spécifique à cette communauté crypto. Je cite par exemple Yatsu qui est président d'Animoca Brands, donc un investisseur crypto, qui dit ce verdict devrait marquer, espérons-le, la fin d'une période sombre pour notre industrie. Et c'est vrai que même au niveau des cours, ça se ressent. Comme tu l'expliquais au début de l'émission, le Bitcoin se porte bien et par rapport à cette décision, il y a eu vraiment une vraie résistance du Bitcoin, donc une industrie qui est plutôt très optimiste en ce moment. Et Pauline, Yves, question que je vous pose à tous les deux, répond qui veut, et voilà, c'est une discussion. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce procès concrètement Yves, par exemple, pour commencer. Déjà, c'est son incroyable célérité. C'est un procès qui fait qu'il est reconnu coupable extrêmement rapidement. Le fait qu'il soit coupable était à peu près évident dès le début. La crypto, en fait, c'est quoi ? C'est une nouvelle technologie. D'accord ? Et chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie,
il y a plein de gens qui vont essayer d'en tirer profit. Il y avait 350 constructeurs automobiles en France au début du XXe siècle. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Mais encore, il n'y en a plus qu'un qui a son siège en France. D'accord ? Donc en fait, quand tu as une nouvelle technologie qui émerge comme ça, tout le monde va essayer d'en profiter. Ça va être le chaos, parce que l'évolution se passe toujours dans le chaos. Puis de temps en temps, tu vas avoir ce qu'on appelle chez nous des crypto-winter. Et quand il y a un crypto-winter qui arrive, qui c'est qui prend le pouvoir ? Le général Darwin. Il vient, il arrive, et puis il met en place ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et on voit qu'il survit, c'est ça ? Et on voit qu'il survit, et puis les branches pourries, souvent, elles ne survivent pas aux tempêtes. Là, on avait quelque chose qui avait assez peu à voir avec la finance décentralisée, parce que là, on a vraiment un exemple de finance centralisée. On a en fait une banque. S'il a créé, c'est une banque. Dans le monde bancaire, Warren Buffett dit que c'est quand il y a une crise qu'on voit qui n'a pas de maillot. C'est quand la marée se retire qu'on voit qu'il n'y a pas de maillot. Alors il y a un petit secret que tout le monde ne connaît pas dans le monde de la finance, personne n'a de maillot. Si la marée baisse trop, tout le monde est très mal. Il n'y a aucune banque qui peut survivre à ce qu'on appelle un bank run. Alors ce qu'il avait fait était certainement pas très recommandable, et ça l'a mis dans une position de fragilité spécifique. Il était plus vulnérable que les autres, mais chaque fois qu'il y a un bank run, chaque fois que les déposants, pour prendre une image simple, retirent la totalité de vos avoirs, il n'y a qu'un seul scénario qui s'impose, c'est la faillite de l'établissement bancaire. Et c'est à ça qu'on a assisté. Pauline, il y a eu beaucoup de temps fort à ce procès, évidemment, mais s'il y en avait un à retenir pour toi, c'est quoi le moment qui t'a le plus marqué dans ce procès ? Je dirais que la relation, en tout cas l'échange, après chacun a parlé de son côté, mais entre Sam Bankman-Fried d'un côté et Caroline Ellison, qui on le rappelle était la patronne d'Alameda Research, donc la filiale de trading de SBF, et en même temps sa compagne, on a vu qu'il y avait des épisodes qui étaient assez marquants et intéressants, dans le sens où jusqu'au bout, pour sa défense, SBF aura clamé qu'elle était véritablement responsable de la chute de FTX et donc d'Alameda Research, en expliquant que elle n'avait pas pris de bonnes décisions, notamment pour faire face aux fluctuations du marché, tandis que Caroline Ellison, quand elle a témoigné, et effectivement elle a plaidé coupable des 7 mêmes chefs d'accusation que SBF, mais elle ne s'est pas non plus laissée déstabiliser par SBF. C'est quoi, ils se sont renvoyés la balle, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui était important, c'est qu'elle est apparue comme premier témoin clé et phare des ex-proches de SBF. Et c'est elle qui a un peu mis en évidence cette ligne ensuite de conduite qui s'est tenue tout le long au niveau de l'accusation, qui consistait à dire qu'en fait, le vrai cerveau manipulateur au sein de FTX, ça a vraiment été SBF. C'est lui qui a pris les décisions et qu'effectivement, il est le vrai coupable de cette affaire. Donc, Caroline a commencé et ensuite les autres ont suivi, de Gary Wang aux autres. Pour finir là-dessus, qu'est-ce qu'il faut suivre, à quoi s'attendre pour la suite ? C'est quoi la prochaine étape ? C'est quoi ? C'est un verdict le 28 mars 2024 ? Le 28 mars 2024, on aura la durée de la condamnation de SBF. Donc jusqu'à présent, on pense que c'est qu'il risque jusqu'à 110 ans de prison. Le juge fédéral en charge de l'affaire, Lewis Kaplan, a dit que ça serait d'une très longue durée, d'une très longue période. On ne sait pas encore à quoi s'attendre. Et en même temps que la fin actée de ce procès dit pénal aux États-Unis, il y aura un autre procès qui va s'ouvrir en mars 2024 justement, un procès là civil où Sam Bankman-Fried fait aussi face à d'autres chefs d'accusation, cette fois-ci de la part de la CFTC, donc un régulateur américain. Et là, il est accusé de fraude bancaire, notamment d'avoir versé des pots de vin de plus de 40 millions de dollars à des officiels chinois pour pouvoir essayer, pour certaines affaires. Et donc, c'est pas fini pour SBF. Bon, comme le disait Yves tout à l'heure, ça va vite, mais on a l'impression que ça va non plus jamais se finir, quoi. Le marché crypto, notamment avec cet effondrement des FTX, a connu des moments difficiles. Mais là, quand même, Yves, depuis un an, on a quand même le Bitcoin qui était il y a un an, on le disait tout à l'heure avec Alexandre Baradez, à 16 400 $. Il est aujourd'hui à plus de 35 000 $, donc plus 110% de hausse en un an. Il y a certains altcoins qui se réveillent aussi, Yves.
Ça y est, on est en bull run? Alors le bull run, c'est un peu comme les bulles. On le sait qu'à la fin, si c'était un bull run ou une bulle. Une bulle, on peut dire c'était une bulle quand elle a explosé. Le bull run, on le saura quand le Bitcoin sera à 240 000 $. Ça veut dire à peu près en 2025. C'est en 2025 qu'on pourra se dire, est-ce que ça a été un bull run ou pas? Ce qu'on peut regarder aujourd'hui, c'est un peu évaluer le paysage et essayer de regarder un peu ce qui plaide pour ou contre le Bitcoin, pour ou contre une accélération de la hausse. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de raisons de se dire, on est quand même à la fin d'un cycle. Les mauvaises nouvelles sont derrière nous. Et on a un certain nombre d'événements de positifs à extrêmement positifs qui vont nous attendre. Bon, mis à part les taux des banques centrales qui, pour l'instant, se sont arrêtés de monter, Alexandre Baradez le disait tout à l'heure au téléphone, ils vont peut-être rester élevés un certain temps, mais mis à part ça, c'est quoi les autres métriques qu'il faut surveiller pour savoir si justement on est en rentrée ou pas dans un cycle haussier, Yves? Ok, il y a différents éléments qu'on peut regarder. C'est pas que des métriques, c'est aussi des événements. Donc Alexandre en a parlé tout à l'heure, c'est éventuellement l'ETF américain. S'il y a un ETF américain, là, on sait que vu les volumes que ces instruments financiers peuvent attirer, l'impact sur le Bitcoin sera extrêmement important. Le Bitcoin n'est pas un instrument aujourd'hui qui se trade énormément par rapport à son stock. Il y a énormément de Bitcoin qui sont achetés une bonne fois pour toutes et qui restent dans le stock de leurs propriétaires. Si brusquement il y a une grosse demande, ça fera énormément évoluer le cours. Le deuxième événement, évidemment, c'est le halving. Le halving qui devrait se passer à peu près le 20 avril 2024. Et le troisième événement, c'est un événement extrêmement lourd. Je pense vraiment que tous les mouvements sont déclenchés par des déséquilibres. Si tu réfléchis, un mouvement, trouve forcément son origine dans un déséquilibre. Et le plus gros déséquilibre de la planète aujourd'hui, c'est le déséquilibre entre les ressources et les dépenses des États. Cet énorme déséquilibre, il ne peut se résoudre que par trois options. La première option, c'est une immense diminution des dépenses publiques. Je pense que ça, c'est assez improbable. Et donc là, il y aurait un lien entre les dépenses des États bien sûr. Et le cours du Bitcoin. En fait, le Bitcoin, c'est une réponse possible à une désorganisation monétaire. Qui c'est qui émet de la monnaie? Alors, la monnaie banque centrale, évidemment, c'est la banque centrale qui l'émet. Mais la majeure partie de la masse monétaire n'est pas émise par la banque centrale. La banque centrale émet peut-être, ça dépend des circonstances, entre 10 et 30% de l'émission de la masse monétaire. La grande masse monétaire est émise lors de l'octroi de crédit. C'est quand vous empruntez de l'argent que vous créez de la masse monétaire. Et qui est le plus grand emprunteur de la planète? Les États. Ouais. Donc chaque fois que la masse monétaire, que la dette des États augmente, en face de ça, il y a forcément une création monétaire. Et cette énorme création monétaire par les États, elle est due à quoi? À ce déséquilibre dont je parlais entre les ressources publiques et les dépenses publiques. Ce conflit qu'il y a entre les ressources, ce hiatus qu'il y a entre les ressources publiques et la dépense publique, il ne peut se résoudre que par trois phénomènes, par trois mouvements. Soit une baisse dramatique des dépenses des États, et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est assez peu envisageable. Soit par une énorme augmentation des ressources de l'État. Or, aujourd'hui, si vous voulez, les prélèvements obligatoires sont à des niveaux extrêmement élevés. En France, on est typiquement à peu près à 45% de prélèvements obligatoires. On me dira, mais il reste des riches, il suffit de leur en prendre plus. Ayez en tête que si l'État volait 10% du CAC 40, ça financerait ses dépenses pendant à peu près 1 mois et demi. Si l'État s'approprie 10% du CAC 40, ça permet à l'État de vivre pendant 1 mois et demi. Donc c'est complètement négligeable par rapport aux dépenses de l'État. La troisième option, donc baisse des dépenses, augmentation des prélèvements. La troisième solution, c'est l'inflation. C'est pour ça que je pense vraiment qu'on retrouve là, effectivement, non pas forcément un bull run sur le Bitcoin, mais clairement un bear run sur les devises fiat. C'est un bear run qui a commencé quand? Qui a commencé depuis le début de l'histoire de la monnaie. Les monnaies centrales
les monnaies centralisées, qui ont une masse monétaire illimitée, ont toujours connu ce bear run. Et on va retrouver ce bear run. Et je pense que c'est la fin, effectivement, du crypto winter. Et ok, info importante, Yves. Mais pour résumer, ça veut dire que plus les États vont emprunter de l'argent, plus le cours du Bitcoin devrait s'apprécier. Plus tout ce qui est rare s'apprécie. C'est pas, en fait, l'inflation, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la hausse des prix. L'inflation, c'est la baisse de la monnaie. Moi, je peux te dire qu'effectivement, si la dette des États augmente, un Picasso vaudra plus cher dans 25 ans qu'aujourd'hui. Et sans doute que le Bitcoin vaudra plus cher dans 25 ans qu'aujourd'hui. Le Bitcoin, c'est une sorte de Picasso de par sa rareté. Voilà. Les phénomènes long terme qui régissent un peu le prix de l'or, le prix d'un Picasso ou le prix du Bitcoin, c'est sa rareté. Et ils sont exactement semblables. Le nombre de Picasso est en nombre limité. Et les Bitcoins, il y en aura en tout 21 millions. Pauline, un marché qui a encore eu un peu de mal à redécoller, c'est le marché des NFT. Le prochain salon philatélique, donc des collectionneurs de timbres, d'automne sera organisé du 8 au 10 novembre à l'espace Champère à Paris. Et Pauline, tu nous parles de La Poste qui a lancé une collection de timbres. Bon, jusque-là, rien de nouveau, mais en NFT. Pourquoi est-ce que concrètement la Poste a fait ça ? Effectivement, c'est assez original. Donc, mi-septembre, La Poste a mis en vente 100 000 NFT au prix de 8 € chacun. Concrètement, pour une personne lambda, l'idée c'est d'acheter un timbre physique et à ce timbre physique est couplé un NFT numérique, donc voilà, son petit cousin. À ce jour, La Poste a quand même déjà vendu plus de 26 000 NFT et elle espère en vendre vendre la totalité de sa collection d'ici un an. Alors, du coup, La Poste, pour réaliser cette opération, elle ne l'a pas fait toute seule, parce que d'ailleurs, déjà de base, on connaît La Poste, et il y a quelques initiatives dans le Web3, mais c'est pas non plus même pas du tout une boîte Web3. Donc, elle a noué un partenariat avec la start-up spécialisée Wagmi Studio, et elle a décidé que les NFT circuleraient sur la blockchain française Tezos par souci écologique. Donc, c'est ce que nous a dit La Poste. Pour un Français qui veut acheter ses timbres, du coup, comment ça se passe ? Il se rend sur le site de La Poste et en un clic, il va pouvoir acheter un timbre NFT. Ce timbre sera en fait hébergé sur La Poste, sur le site de La Poste, qui, elle l'explique, veut créer une sorte de plateforme, une sorte de marketplace aussi du timbre. Le NFT sera hébergé dans un wallet, mais il sera totalement en fait possible pour un utilisateur de pouvoir transférer ce timbre vers son wallet personnel, donc son portefeuille crypto. Alors, juste une petite spécificité au niveau de l'achat, pour pouvoir en fait rendre cette opération la plus... le fait qu'il y ait un public large qui soit concerné, on peut acheter les timbres, les NFT timbres qu'en euros et pas forcément en crypto-monnaie. Donc c'est ce que nous a expliqué Frédéric Morin, qui est patron, notamment directeur adjoint de Fila Poste. Il a expliqué que ça ajoutait un peu trop de complexité d'utiliser les crypto-monnaies. Ils ont donc préféré écarter les cryptos en termes de paiement, préférant vulgariser donc ces NFT. Yves, chez Tobam, vous suivez un peu ce genre d'initiative ou pas du tout ? Vous restez vraiment dans le Bitcoin ? Pour vous, par exemple, ce dont on vient de parler, Pauline, là, La Poste qui se lance dans les NFT, pour vous, c'est quelque chose de sérieux ou alors vous dites c'est plus un gadget pour suivre une tendance ? Comment vous voyez ça ? Alors nous, on s'intéresse à la crypto depuis 2013. On a commencé avec le Bitcoin, puis ensuite, on s'est dit à peu près vers 2018, on va regarder quand même autre chose que le Bitcoin. Et pour être honnête, plus on regarde autre chose, plus on s'intéresse au Bitcoin. Alors pourquoi ? Non pas parce que les NFT, ça ne fonctionne pas, ou non pas parce que Ethereum, ça ne fonctionne pas, mais parce que nous, on n'est pas une boîte de tech, nous, une boîte d'investissement. Donc ce qui va nous intéresser à chaque fois, c'est pas est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. C'est ce que c'est rare. Mais est-ce que effectivement il y a une thèse d'investissement qui est attachée à ça ou pas. Le premier job qu'on a fait à Tobam, quand on s'est intéressé à la crypto, c'est écrire une thèse d'investissement sur le Bitcoin. Ensuite, on a écrit une thèse d'investissement sur l'Ether. On a écrit d'autres thèses d'investissement. Mais il faut bien différencier le fait de savoir si quelque chose marche ou de savoir si quelque chose a un prix qui, dans un scénario probable, va s'apprécier ou pas. Ok ?
Ok, très bien, très clair. On va suivre tout ça. Vous revenez nous voir très bientôt. Yves Chouefati, merci d'avoir été avec nous, président fondateur de Tobam. Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto. Je vous rappelle d'ailleurs la newsletter de Pauline qui sort tous les lundis, donc ce soir à 18h. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous retrouvez évidemment l'article de Pauline sur les NFT de la Poste et sur tout le procès FTX sur le site BFM Crypto. Merci d'avoir été avec nous. Demain, on sera notamment en direct avec Sébastien Gouspillou du Salvador. Bonne journée, bonne soirée, à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.